Bon matin sur France 3 Bretagne, bienvenue dans Vous êtes formidable, l'émission qui parle de nos personnalités bretonnes dont on est fiers sur notre territoire. Et ce matin, on reçoit une référence, il est mondialement connu, co-lauréat du prix Nobel de la paix en 2017, médaille d'or au CNRS, Jean Jouzel, climatologue, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on a beaucoup de choses à apprendre sur vous, de la ferme de vos parents à Janzé, aux terres du Groenland jusqu'aux plus grands sommets internationaux. Vous ne cessez depuis plus de 50 ans d'alerter sur le réchauffement climatique. Et cette vie, vous en avez tiré un fil dans un documentaire, Brigitte Chevet, Jean Jouzel dans la bataille du siècle. Merci d'être là. Et avec nous également Michel Cabaret, directeur de l'Espace des Sciences à Rennes. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors Jean Jouzel, vous avez un parcours exceptionnel. Tout a commencé pour vous dans la ferme de vos parents à Janzé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un lieu ressource pour vous, un lieu incontournable? Oui, toujours. J'y étais encore avant-hier, donc j'y vais régulièrement. Donc oui, on a passé tout l'été, tout cet été à Janzé, aussi une période de confinement. Donc nous sommes toujours très heureux. Mon frère est toujours à la ferme où je suis né, voilà. Donc oui, il y a toujours, je prends toujours plaisir à y retourner. Oui. Et quelle est votre Madeleine de Proust? Oh là là, donc non, disons moi ce que j'aime faire, alors oui, alors plutôt ce que j'aime faire, les plaisirs que j'ai. Bon, disons ce sont des plaisirs. Ben, moi je citerai la partie de palais du samedi matin, voilà. Donc oui. C'est ce qui me et je l'ai faite encore. Samedi dernier encore. Samedi dernier encore, voilà. Mais je perds régulièrement. C'est ça qui me déçoit un petit peu. Mais vous continuez quand même. Oui, oui. Alors j'imagine qu'il doit y avoir une certaine fierté à Janzé, l'enfant du pays dont le travail a été salué dans le monde entier. Est-ce que c'est des choses dont on vous parle souvent? Oui, oui. Enfin, il y a effectivement, oui, disons les gens, certaines personnes me reconnaissent dans la rue, on m'en parle, mais bon, je fais partie un petit peu aussi du paysage, donc il n'y a pas de surprise, mais c'est vrai que, bon, il y a 3 ans maintenant, Nicolas Huneau m'a remis les insignes du commandeur de la Légion d'honneur à Janzé, et il y avait vraiment beaucoup de monde, c'était vraiment très chaleureux, donc effectivement, oui, il y a peut-être une certaine fierté de la... disons de l'enfant du pays, je dirais, l'enfant du pays, mais voilà. Alors vous avez dit en 2013 dans une interview à Libération, quand j'étais jeune, je n'aurais jamais pensé que ce que je ferais aurait du retentissement. Vous aviez d'autres rêves, vous, quand vous étiez petit et éloigné du monde scientifique? Non, justement, je rêvais d'être chercheur, mais vraiment, bon, on arrive dans un domaine de recherche. Moi, j'ai commencé à travailler sur la formation de la grêle. Donc, effectivement, il y avait une connotation, disons, nature. Disons, c'est un phénomène quand même qui fait encore pas mal de dégâts. Pas forcément dans nos régions, mais par exemple sur les vignobles, c'est vraiment, ça peut être extrêmement, vraiment, quelquefois catastrophique, la grêle. Mais vraiment, être chercheur, oui, mais quand j'ai commencé à travailler sur les glaces polaires, bon, on commence un sujet et on ne sait absolument pas quand même où ça va nous emmener. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt de la recherche. Et je n'aurais pas pensé que travailler sur les climats du passé, disons, me permettrait d'être avec vous aujourd'hui, par exemple. C'est vrai, soyons clairs. Michel Cabaret, vous connaissez Jean Jouzel depuis au moins 20 ans. Qu'est-ce qu'il représente pour vous ? La qualité scientifique, l'humilité, le partage des connaissances, des valeurs qui font que les scientifiques ont une responsabilité sociale, une responsabilité de production de la connaissance, mais qui fait que la connaissance doit être partagée et aussi prise en compte par la population, par le grand public et puis aussi par nos décideurs. Et je pense que Jean partage ces valeurs-là et c'est ça qui m'avait touché lorsque je l'ai rencontré. Moi-même, j'étais chercheur en biologie et ma passion, ça a été de diffuser les connaissances scientifiques et j'ai trouvé en Jean vraiment une personnalité très proche. Et Brigitte Chevet, vous avez appelé votre film Jean Jouzel dans la bataille du siècle. Qu'est-ce qu'il incarne pour vous? L'artisan de cette bataille. Au-delà même de sa valeur scientifique, c'est raconter l'histoire de Jean aujourd'hui, c'est raconter l'histoire du climat, tout simplement, l'histoire scientifique et politique, puisqu'il est parmi les premiers qui a découvert en fait la relation entre gaz à effet de serre et température. Et ça, c'est fondamental. Tout à l'heure. Et ne serait-ce que faire comprendre ça au grand public, et puis tout l'engagement scientifique, de vulgarisation, mais aussi politique, puisqu'on finit là-dessus,
C'est le combat de toute une vie. Voilà, et il le fait avec beaucoup de générosité. On va continuer à parler de votre combat justement contre le réchauffement climatique. Qui dit climat dit aussi météo. On part retrouver Evan qui s'est invité ce matin dans les locaux de Météo France à Saint-Jacques-de-la-Lande. Bonjour et bienvenue au centre de prévision de Météo France à Rennes. T'as vu, Fanté, je le fais bien, on pourrait presque me prendre pour un scientifique. Non, c'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, je vais vous présenter justement, comme tu le disais, le centre de prévision de Météo France à Rennes, mais avec de vrais prévisionnistes, Franck et Michael. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors merci de nous accueillir dans ce centre que le grand public ne connaît pas. C'est là d'où sortent la plupart des prévisions régionales de la Bretagne et du Grand Ouest. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous donner les 3 missions de Météo France? Ça va bien au-delà que la carte météo de Nathalie Riouette. Oui, tout à fait. Météo France a 3 missions principales. La première, c'est l'observation. Donc, on observe l'atmosphère par le biais de stations météo, mais aussi de satellites ou de bouées qui dérivent en mer. La deuxième fonction, qui est la plus connue, c'est la prévision. Donc, on fait des prévisions pour le grand public, mais aussi pour les autorités en cas de phénomènes météo impactants. Et la troisième mission, c'est conserver la mémoire du climat. Donc, toutes les données qu'on observe depuis des décennies, on les stocke dans des bases de données et ça permet d'étudier l'évolution du climat en Bretagne ou ailleurs en France. Et alors pour ça, vous avez une organisation bien rodée où tout dépend de Toulouse. Oui, on a notre centre national de prévision, le centre national technique est à Toulouse. Et après, Météo France a des directions interrégionales comme celle de Rennes, qui, au nombre de 7 sur le territoire, et qui ont chacun une zone de responsabilité. La zone de responsabilité de la direction ouest, elle va de Bourges à Brest et de Cherbourg à la Vendée. Donc c'est une zone très vaste, 18 départements. Donc nous sommes chargés de surveiller le temps qu'il fait et le temps qu'il fera sur ces 18 départements. Et donc en fait, votre rôle, c'est d'affiner peut-être les prévisions parce que vous connaissez bien la région. Oui, tout à fait. La connaissance de la région est primordiale. Donc on affine les prévisions nationales qui sont faites à Toulouse et on affine ça pour notre territoire et pour les acteurs du territoire. Donc ça peut être soit des clients commerciaux, soit des clients institutionnels type préfecture ou on aura l'occasion d'en reparler parce que par exemple des municipalités comme la ville de Rennes a un contrat avec Météo France pour savoir s'ils doivent arroser ou pas les parcs et les jardins, mais on en reparlera. J'aimerais qu'on aille voir votre carte, Michael. Alors, on va essayer de se repositionner là, parce que vous disposez de tout un tas d'outils pour faire de l'observation en temps réel, les satellites, mais pas que. Oui, voilà. Donc, on a des données satellites. Donc, on peut visualiser sur ces données satellites, par exemple, les nuages bas qui étaient hier le long des côtes de la Manche qui sont en train de s'éloigner vers l'ouest. Nous avons actuellement également une dépression qui est au large du Portugal qui va nous intéresser en milieu de semaine avec des orages. Actuellement, il y a déjà des impacts là au large du Portugal. Et ça, c'est du temps réel? Voilà, c'est actualisé quasiment à la minute près. Donc dès que les images sont traitées au centre spatial de Lannion, après elles sont diffusées sur tout le réseau de Météo France. Et vous n'avez pas que de satellites, il y a aussi les avions de ligne qui vous communiquent en temps réel les informations qu'ils attrapent en plein vol. Les avions de ligne, oui, sont équipés de capteurs. Donc ils mesurent la température, ils mesurent également la vitesse du vent. Et avec ces capteurs, ça permet d'améliorer les prévisions en fin de compte. Il y a tout un tas de données qui sont soit satellites, soit de capteurs aéroportés, soit de bouées dérivantes. C'est faramineux le nombre de données. Soit de données au sol. On a aussi également des ballons sondes qu'on envoie 2 fois par jour, toutes les 12 heures. Et ces données de ballons sondes permettent de calibrer les données des satellites et des avions. Bon, on va continuer à en parler dans quelques instants. On verra aussi si le réchauffement climatique se caractérise d'ores et déjà en Bretagne. On en reparle dans un instant. À tout à l'heure, Anne Fanté. À tout à l'heure, Evan. Et c'est vrai que, Jean Jouzel, cet été 2021 a été marqué par des phénomènes météo extrêmes, dôme de chaleur au Canada, inondations meurtrières en Asie, en Europe, incendies aux États-Unis. Est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'on a une prise de conscience réelle aujourd'hui ? Oui, et effectivement, la prise de conscience de la réalité du réchauffement climatique se fait, je crois, pour chacun d'entre nous, non pas à travers la température moyenne, 1 degré de plus, disons à l'échelle de ma génération, peut-être un peu plus en Bretagne, à 1,5 degré depuis les années 50-60. Cette prise de conscience se fait réellement à travers les événements extrêmes, ceux que vous avez cités, disons, je dirais presque, il y a eu toute une série, effectivement, aux États-Unis, en Europe, sur le pourtour méditerranéen. On a
disons, un peu échappé à ces événements extrêmes en France. Bien sûr, on a eu cet incendie dans le Var assez important. On a eu plutôt un mois de juillet assez médiocre. Mais globalement, c'est vrai que c'est l'échelle planétaire. Par exemple, le mois de juillet 2021 a été le plus chaud qu'on ait connu depuis 150 ans à l'échelle planétaire. Bien sûr, c'est tout à fait le contraire en France. C'était plutôt un mois disons, plutôt en dessous de la moyenne, je crois un petit peu, pas tellement. Mais voilà, donc c'est bien que, disons, ce climat, c'est vraiment quelque chose de global, avec effectivement des répercussions à l'échelle locale, régionale, et de plus en plus d'événements extrêmes, ce que nous anticipions il y a déjà une trentaine d'années. Et justement, dans votre film, Brigitte Chevet, vous prenez le temps, vous avez pris le temps, moi c'est ce que j'ai trouvé assez agréable dans votre documentaire, de dérouler toutes les étapes clés du travail de Jean Jouzel depuis ses débuts, disons. C'était une manière aussi de montrer que ce travail, il est de longue haleine, il est rigoureux. Bah oui, et puis j'ai essayé aussi de simplifier, parce que cette histoire de réchauffement climatique, c'est un peu compliqué, c'est très angoissant. On préfère parfois ne pas en entendre parler plutôt que s'y intéresser, c'est tout à fait humain et je le comprends. Mais en racontant une histoire humaine comme celle de Jean, qui plus est confronté, on va dire, de manière constante depuis le début à une forme de refus de notre part d'écouter, y compris son propre frère. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, c'est une histoire humaine aussi. Et je pense que j'essaye de toucher les gens comme ça. Je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, c'est aussi cette histoire humaine qui m'a intéressée, d'impossibilité à transmettre ou d'essayer de transmettre la parole scientifique. Aussi complexe et parfois angoissante. Et Jean Jouzel, il y a une question qui m'a trotté dans la tête en écrivant cette émission, c'est est-ce qu'il y a un moment précis où vous avez réalisé le danger du réchauffement climatique? Là, vous vous êtes dit, ça craint, il y a quelque chose de grave qui se passe. Est-ce qu'il y a un moment précis dans votre travail ou dans votre vie? Oui, disons que vraiment les premiers rapports, c'est le rapport Charnay en 1979, disons qui prévoit déjà des réchauffements importants dans la deuxième partie du XXIe siècle. Et 7 ans après, nous disons cette série d'articles sur Vostok où avec mes collègues Claude Lorius et disons tous mes collègues grenoblois et des collègues soviétiques à l'époque, eh bien, nous montrons ce lien entre gaz à effet de serre et disons, climat dans le passé. Donc ça illustre ce lien. Et là, donc ça tombe à un moment où effectivement les modélisateurs du climat prévoient, eux, de leur côté, ce réchauffement. Et effectivement, je crois que pour moi, ça a été le tournant. Ça d'ailleurs, ça a eu un écho très large, y compris au niveau international, ces travaux. Et effectivement, à partir de ce moment-là, on a compris collectivement que ce que nous faisions avait de l'importance pour mieux comprendre l'évolution future de notre climat. Et vous avez reçu le prix Nobel de la paix en 2007 qui a été décerné à Al Gore, mais qu'il a partagé avec 2500 chercheurs dont vous. Est-ce que vous diriez que ce prix vous a donné de la force, a été un tournant Oui. Le prix Nobel de la paix a donné beaucoup de visibilité au GIEC, effectivement, c'était l'époque du 4e rapport qui était extrêmement très clair, comme l'ont été d'ailleurs le 5e et le 6e, sur effectivement la responsabilité de nos activités dans ce réchauffement climatique que nous vivons aujourd'hui. Et ça a effectivement la médaille d'or du CNRS, le prix Nobel de la paix. Alors, c'est vraiment, nous y sommes associés, c'est un prix Nobel collectif disons, qui est vraiment décerné au GIEC et non pas, disons, à chacun de ses membres. Et puis, mais peut-être ce dont je suis plus fier, c'est le prix Vetlesen, qui est évidemment disons l'équivalent du prix Nobel plutôt dans nos disciplines. Et là, je l'ai eu avec une collègue américaine en 2012. Donc, c'est vrai qu'à chacune de ces reconnaissances, il y a effectivement un peu de visibilité, à la fois sur la personne, mais surtout sur les travaux qui ont été réalisés, dans lesquels j'ai été impliqué. Ce sont très souvent et toujours des travaux collectifs. C'est jamais. Donc, je crois que c'est la force de notre communauté scientifique. Mais quand on répète inlassablement depuis plus de 50 ans qu'il faut agir, qu'il y a urgence à agir, qu'il faut diminuer nos gaz à effet de serre, est-ce que vous avez eu le sentiment parfois aussi de prêcher dans le désert? C'est le moins qu'on puisse dire. Disons que
on dit depuis maintenant au moins 40 ans qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Elles ont doublé au cours des 50 ans de ma carrière. Entre 1970 et 2019, elles ont tout simplement doublé. Donc c'est presque un aveu d'échec. Oui, il aurait fallu qu'elles diminuent, au moins qu'elles se stabilisent. Et c'est vrai qu'on a prêché longtemps dans le désert. Maintenant, on nous écoute plus. Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais il ne faut pas tarder. L'action, c'est vraiment aujourd'hui. Et qu'est-ce qui fait le plus de mal à la cause? C'est l'inaction politique, c'est nous, citoyens, comme le disait tout à l'heure Brigitte, le fait qu'on ne veuille pas aussi changer nos modes de vie? Donc c'est tout, disons, mais nous sommes quand même au premier rang des responsables. Je redis toujours que notre vie de tous les jours, se loger, se nourrir, se déplacer, hein, eh bien, c'est plus de la moitié de nos émissions. C'est quand même, je dirais, on décide quand même de nos émissions. Mais c'est vrai que si vous voulez vous déplacer en vélo, eh bien, il faut des pistes cyclables. Donc disons, c'est une chaîne, disons, tout le monde est responsable, les collectivités locales, les élus, au niveau national bien sûr, les entreprises, le système éducatif, les associations. Donc effectivement, il y a une responsabilité collective, mais nous en faisons chacun d'entre nous. Nous y sommes, je crois, impliqués, bien sûr. Alors, je vous propose maintenant de regarder un extrait de votre documentaire Brigitte Chevet. Ça, c'était nous trois petits. Il faut voir que nous, ici, quand on a commencé, il n'y avait pas d'électricité quand on est né. On l'a eu à 53. Ouais. Ouais. Donc on rentrait de l'école, mais on ne faisait rien. Quand on parlait de l'école, nos parents et maman traillaient les vaches, papa était dans les champs, ils ne nous aidaient pas, parce que ça arrive maintenant, hein, les générations, ils aident les enfants, mais nous, c'était... Quand tu partais de Saint-Joseph, c'était fini. Hein. C'était fini. Moi, mes meilleurs souvenirs, c'est ceux-là. Les moissons. Les moissons, et puis il a fait les... On travaillait peut-être dur, mais il faut l'admettre qu'il y avait une ambiance. Là, on a passé du bon temps. Hein. À ce moment-là, tu avais des sécheresses. En 1947, les bêtes, elles mangeaient les feuilles d'arbres. Il n'y avait plus rien. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de réchauffement de planète. C'est pour ça que des fois, moi, je ne suis pas... Je dis que c'est cyclique. Mais non. Ouais, mais je vais te dire, François, Jean a fait des études assez poussées là-dessus. Moi aussi. Non, il faut voir la différence. Ils ont quand même des appareils aujourd'hui qui sont quand même sophistiqués, je regrette. Ils travaillent avec précision aujourd'hui. Mais je suis un climato-sceptique. Ah ouais, toi, t'es avec Claude Allègre. C'est touchant, mais on se dit quand même, c'est le comble pour un climatologue, un frère qui doute de vos thèses. Oui, mais mon frère traduit, je crois, un sentiment très largement répandu dans le milieu agricole ici. Hein. C'est vrai que ça commence à changer, mais très longtemps, le milieu agricole n'a pas accordé beaucoup de crédibilité à nos projections d'évolution du climat. Et effectivement, pourquoi? Parce que justement, ils sont plongés dans ils savent très bien, on les comprend bien, que le climat est très important. C'est leur vie de tous les jours, la météo, le climat. Et donc, effectivement, ils sont tellement habitués à ces variations qu'ils n'y attachent pas d'importance. C'est moins vrai depuis quelques années, y compris, disons, c'est clair que le monde agricole a compris qu'il devait prendre ce réchauffement climatique à bras-le-corps. Il y a aussi des opportunités dans le monde agricole, dans les territoires, donc dans la transition écologique. Donc c'est cela qu'il faut faire, mais disons, ça évolue, y compris François, mon frère, évolue aussi. Et j'aimerais juste avoir le regard de Brigitte Chevet. Qu'est-ce qui vous a touché dans la fratrie des Jean Jouzel? Non mais ils s'entendent très bien, en plus. C'est ça qui est mignon, c'est qu'ils s'adorent. Ils se ressemblent beaucoup. Ils sont nés le même jour, à un an d'écart. Jean et François, comme les deux faces d'une même pièce de monnaie, en fait. Mais oui, je trouve ça assez touchant que lui ne veuille pas entendre parler de ce changement majeur. Il est le reflet aussi d'une certaine population qui met en doute. C'est vraiment ça. Mais oui, il a changé. Vous allez réussir à le convaincre. Allez, on marque une pause. On part retrouver Evan qui est en duplex de Météo France Ouest. C'est très sympa, toi. Et oui, Anne Franté, puisque j'ai voulu profiter de la présence de Jean pour en apprendre plus sur la météo. Et Franck, d'ailleurs, j'ai une question pour vous. Pourquoi est-ce qu'on dit souvent, pas si souvent, mais que la météo se trompe? Alors, on ne parle pas vraiment d'erreur de prévision, on parle plutôt d'incertitude. Toute prévision a une incertitude, et l'incertitude fait partie de notre métier. Donc, il y a parfois des situations météo qui sont faciles à prévoir, pour lesquelles il n'y aura pas de surprise, et d'autres situations, notamment les situations perturbées, où là, il peut y avoir des changements par rapport au scénario qui était prévu. Parce que tout est une question, en fait, d'interprétation, mais ce n'est pas une science exacte. C'est ça aussi qu'il faut que nous, grand public, on comprenne. Non, c'est une science qui a beaucoup progressé ces dernières décennies, mais on n'est pas encore à la perfection, on y travaille. Donc voilà, parfois il peut y avoir des surprises, des mauvaises surprises en météo, mais c'est quand même assez rare et on essaye de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Alors j'aimerais qu'on s'approche un petit peu de l'écran central avec les 4 cartes
qui représentent un outil indispensable pour les prévisionnistes à Météo France. Ce sont des modèles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors un modèle de prévision, c'est un système informatique très puissant qui ingère beaucoup d'observations, celles dont on parlait tout à l'heure, qui viennent des satellites, des stations météo terrestres, et qui fait des simulations en tenant compte des lois de la physique. Donc c'est des gros programmes informatiques qui tournent en continu sur des supercalculateurs dont on dispose à Toulouse, et qui nous fournissent des scénarios météo pour le futur, dans 1 heure, dans 3 heures, dans 6 heures, dans 12 heures, dans 24 heures. Et on a plusieurs modèles qui nous arrivent en continu. Et le travail du prévisionniste, notamment du chef prévisionniste à Rennes, c'est d'interpréter ces données et d'essayer de voir un petit peu quel est le meilleur scénario par rapport aux scénarios qui sont proposés par les modèles. Parce que parfois, ils disent la même chose et parfois, ils peuvent dire des choses très différentes. Et du coup, ça demande une veille permanente. Oui, une veille permanente. Dans cette salle, on ne se couche jamais, puisque la salle est ouverte 24 heures sur 24, y compris à Noël et au Nouvel An. Donc on est là pour surveiller le temps qu'il fait et le temps qu'il va faire sur nos 18 départements. Donc c'est une tâche importante. Et parfois, c'est une salle dans laquelle il y a beaucoup d'ambiance. Ça peut même être très tendu quand on a des situations météo dangereuses, comme des tempêtes, des fortes pluies. C'est pour ça qu'il y a de la place. Vous pouvez être oui, on peut activer, on peut faire venir des gens en plus pour faire face aux situations de crise. Ça fait partie de notre métier. Donc parfois des journées calmes comme aujourd'hui et parfois des journées beaucoup plus agitées. Dans vos locaux, il y a carrément des chambres pour pouvoir dormir un petit peu quand même. Oui, alors les prévisionnistes se reposent la nuit, puisqu'ils travaillent 12 heures de suite, donc ils ont droit à 2-3 heures de repos. Quand la situation est calme, ils peuvent se reposer. Par contre, quand la situation est très agitée, ils ne dorment pas, ils veillent toute la nuit. C'est quoi les différents types de bulletins qu'un prévisionniste peut être amené à émettre dans sa journée ? Alors, il y a plusieurs types de bulletins. Les premiers, c'est des bulletins techniques, puisqu'on dialogue entre météorologistes, que ce soit avec l'échelon central à Toulouse ou avec les prévisionnistes conseils dans les centres météo. Donc, c'est très technique. La météo, ça peut être très technique. Donc, c'est un langage un peu barbare pour le grand public. Et après, on a aussi des bulletins qui expriment en langage clair quelles vont être les conditions météo. Est-ce que le vent va souffler à telle tempête, à telle vitesse ? Est-ce que le temps va être plutôt chaud, plutôt froid ? Est-ce qu'il y aura des précipitations ? Il y a la carte de vigilance aussi ? La carte de vigilance qui est un des poids très importants de notre métier, puisque la première mission, c'est la sécurité des biens et des personnes. Donc on surveille le temps qu'il fait et qu'il va faire, et on lance des bulletins d'alerte pour les autorités, que ce soit les pompiers, les préfectures, qui prennent des dispositions en cas de phénomène météo dangereux. Et ma dernière question, c'est pourquoi est-ce que des fois, les prévisions vont changer entre le site de Météo, vont être différentes entre le site de Météo France et d'autres sites de météo qui ne vont pas être Météo France pour le coup ? Météo France n'a pas le monopole des prévisions météo. Il y a des sociétés privées qui alimentent des sites internet. Alors c'est souvent des prévisions automatiques, c'est-à-dire que nous on a de l'expertise derrière toutes les prévisions qu'on fournit, et les ordinateurs font des prévisions qui sont en général bonnes, de façon automatique. Mais par contre les jours où la situation météo est compliquée, là c'est plus. Donc là nous on prend le relais et on a des choses qui sont expertisées, c'est-à-dire que derrière il y a de l'humain. Il n'y a pas que du calcul et des chiffres. Il y a de l'humain qui est là pour interpréter. C'est un peu la différence quand même. Alors grâce aux appareils de Météo France, je peux vous dire qu'en ce moment à Belle-Île, il fait la température de l'eau est de 20 degrés. Ça me donne très envie d'aller piquer une tête. Enfanté, ça te dit pas qu'on y aille après l'émission ? Je crois que Jean Jouzel, il aura envie d'aller se baigner là. Oui, plutôt que d'être avec nous. 20 degrés à Belle-Île, c'est très bien. Si vous voulez. Alors, c'est vrai que vous les connaissez bien, les prévisionnistes de Météo France, Jean Jouzel. Alors, dans notre esprit, pour la plupart, on confond parfois aussi météo, ce qui relève de la météo, et ce qui relève du climat. Il y a une vraie distinction à faire. Oui, il y a une distinction d'échelle de temps. Donc, ce sont les mêmes modèles au départ qui sont utilisés que ceux de mes collègues viennent de montrer. Mais on les utilise sur des échelles de temps beaucoup plus longues, sur d'abord il y a la saison, mais surtout sur des années, sur le 21e siècle, c'est disons les projections du GIEC. Alors disons la météo, c'est vraiment prévoir le temps qu'il fait, disons, essayer de suivre une perturbation jusqu'à ce que sa mémoire s'évanouisse. C'est, disons, quelques jours. On peut avoir ces perturbations, les suivre. On passe à l'échelle de temps climatologique au-delà du mois, où là, on ne prévoit plus que les moyennes. Disons, les températures moyennes, des événements, des précipitations. On peut dire de façon certaine, par exemple, que 2050 et 2051 vont être en moyenne plus chauds qu'aujourd'hui, mais on ne peut pas dire si 2051 va être plus chaud que 2050. Parce que voilà, donc c'est pas le même degré, mais les deux sont importantes. Et donc moi j'ai toujours beaucoup travaillé avec Météo France. Donc dans les modèles climatiques en France, nous en avons deux, Météo France et l'Institut Pierre-Simon Laplace, dans lequel j'ai été très longtemps. D'ailleurs, j'en suis toujours, disons. Je suis toujours actif. Voilà, donc nous collaborons beaucoup et c'est important d'avoir ces modèles. Disons, à la fois météo, climat, et bien sûr, on a aussi beaucoup d'interactions quand même entre ces deux communautés. Et Michel Cabaret, on l'a vu tout à l'heure, le tableau est un peu sombre pour l'avenir, en tout cas si on ne change pas. Sur ces défis climatiques, comment on sensibilise les plus jeunes d'entre nous ?
Écoutez, nous, à l'Espace des Sciences, c'est d'abord en donnant la parole aux scientifiques, je pense. En évitant aussi de tomber dans la collapsologie, c'est-à-dire vraiment voir tout noir. On ne peut pas proposer aux enfants. J'aime bien aussi dialoguer sur ce sujet avec Hubert Reeves, qui lui aussi nous parle des étoiles, mais aussi de la biodiversité, parce que les choses sont liées. Je pense qu'il faut qu'on laisse bien sûr une planète dans le meilleur état possible, mais il faut qu'on ait des raisons quand même d'aller de l'avant aussi. Et donc on ne peut pas sombrer auprès des jeunes. Nous, on est là pour partager le plaisir des connaissances. On est là pour apporter l'esprit critique, la pensée scientifique, la démarche expérimentale. On sait très bien que sur ce sujet-là, comme le disait Jean, il faut rapidement intervenir parce que c'est dans 20 ans que ça va se jouer, tout cela. Donc dès aujourd'hui, il faut être actif et ne rien faire, et je dirais presque coupable. Mais il faut trouver justement les solutions. Et la science aussi peut nous aider par le biais de la chimie, pour l'hydrogène, l'électricité, les batteries. Donc c'est quelque chose qui doit commencer tôt en tout cas. Oui. Et vous, en tant que grand-père, Jean Jouzel, quelles sont les astuces que vous avez trouvées pour peut-être sensibiliser vos petits-enfants? Justement, je pense qu'ils sont sensibilisés parce que, disons, on interagit normalement dans la famille, mais je ne parle pas forcément beaucoup de climat d'ailleurs. Mais ils savent très bien ce que je fais, ça les intéresse. C'est dans le quotidien en tout cas que vous les alertez, je ne suis pas forcément en train de leur dire le climat c'est important, donc c'est pas... Bon, mais je fais aussi un peu ce que Michel vient de dire, c'est-à-dire que, par exemple, ce documentaire, les premières présentations, j'irai déjà dans les écoles à Janzé. Voilà, donc les jeunes, il y a beaucoup d'appétit par rapport, en tout cas des enseignants, mais aussi des jeunes, par rapport à ce type de document, je crois. Et la transition est toute faite. On va regarder un nouvel extrait. C'était en 2009. Vous êtes venu inaugurer une salle à votre nom dans votre ancien lycée. L'occasion, comme vous le disiez, d'échanger avec les jeunes. La question c'est, vas-y, tu en as vu une. Ouais. Comment, nous, en tant que jeunes, on peut agir directement dans notre quotidien ou Chacun à son niveau, on peut faire quelque chose. La façon dont on se déplace, la façon dont on s'alimente, la façon dont on consomme chez soi, on appelle ça le domestique, ça représente en France plus de la moitié des émissions. Je pense que quel que soit le secteur d'activité que tu choisiras, tu auras probablement des leviers d'action. Que pensez-vous de Greta Thunberg ? Ce que demande Greta Thunberg, c'est disons, elle nous demande, ou elle demande aux décideurs politiques, d'écouter les scientifiques. Donc, j'ai commencé à parler du réchauffement climatique à peu près au milieu des années 80. Je pense qu'on dit toujours la même chose depuis 30 ans. C'est-à-dire que si on continue à émettre des gaz à effet de serre, le réchauffement va être important. Le discours n'a pas varié et on peut se demander pourquoi, en gros, on n'a pas été écouté. Et je pense que c'est très clairement parce qu'on n'avait pas une Greta Thunberg pour attirer l'attention sur nos discours, nos conférences. Donc moi, j'ai beaucoup d'estime pour Greta Thunberg. Merci Greta. Et c'était bien en 2019 et non en 2009. Les jeunes vous ont beaucoup parlé de Greta Thunberg. Qu'est-ce qu'elle bouscule finalement dans ce combat ? Oui, c'est vrai que c'était à ce moment, c'était vraiment le moment où Greta Thunberg était très active. Elle est peut-être un peu moins maintenant, mais c'est vrai qu'on a besoin de passeurs de science, on a besoin de figures qui disons, vis-à-vis des jeunes, je crois que Greta Thunberg les a effectivement... Ça permet de les sensibiliser plus facilement si quelqu'un de leur génération, disons, prend le taureau par les cornes. Donc c'est pour ça que j'ai dit, cette génération, elle a été touchée par Greta Thunberg, beaucoup des jeunes, et bien sûr, il y en a d'autres maintenant qui le font, mais c'est important d'avoir effectivement des personnes comme elle. Brigitte Chevet, cette nouvelle génération, elle suscite un nouvel espoir aussi pour vous ? Ah oui, je crois que depuis les 3 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont bougé. Mais voilà, la question qu'on se posait avec Jean, c'est quelle proportion de personnes sont sensibilisées et quelle proportion de gens sont encore dans le « je ne veux pas le voir » ou « je ne veux pas le regarder ». Donc il faut qu'on atteigne un certain niveau pour que les choses changent vraiment et que tous on arrive à faire des efforts, parce que c'est ça dont il s'agit. Et ce sont des discussions que vous avez avec les parents, les familles qui se rendent à l'Espace des Sciences. Oui, on a beaucoup de questions sur ces sujets-là, bien évidemment. Et je lisais ce matin encore une étude qui montrait que 20% de la population des personnes de plus de 60 ans, on avait une augmentation de 50% de la mortalité du fait des méfaits de la chaleur qui est en augmentation. Et donc, il faut
faut, encore une fois, je pense, rester dans la rationalité, donner ces informations, et puis, comme Jean le faisait dans le lycée à Janzé, dialoguer avec les jeunes pour que chacun, justement, trouve sa place dans ce monde qui sera forcément différent de ce que nous, on a connu. Mais je pense qu'il y a des raisons d'aller de l'avant, cependant. Parce que l'avenir est pour eux. Et ce que l'on fait aussi, c'est cela, le partage des connaissances. Ouais, c'est d'ailleurs, vous invitez souvent des scientifiques pour continuer à vulgariser auprès... Oui, parce que je crois que c'est important. On manque de culture scientifique, je pense, en France, auprès des décideurs, auprès même des journalistes, on peut le dire. On a besoin de cette culture scientifique pour faire reculer l'obscurantisme, les complotistes, les vendeurs d'opinion et non pas d'information. Donc, l'espace des sciences, c'est un lieu où justement les gens peuvent venir. Le grand public ne peut pas aller frapper à la porte de tous les laboratoires scientifiques, et les chercheurs aussi ont besoin de sortir. Et donc, c'est ce que je disais un petit peu en début d'émission, c'est une responsabilité finalement sociale des chercheurs que d'aller à la rencontre du public. Allez, on continue à parler climat avec Evan qui s'est rendu dans les bureaux de Météo France dans notre région. C'est à toi. Et oui, on continue à vous faire découvrir Météo France, ce que le grand public ne voit jamais. Déjà, ce centre de prévision, j'en rêve depuis que j'ai 12 ans. Je voulais être météorologue, mais en fait, je me suis rendu compte que je voulais juste présenter la météo. Bref, on s'en fout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Michael, comment est-ce que vous faites pour cibler vos prévisions pour différents acteurs, des entreprises, etc. Comment vous faites justement pour vous adapter à toutes ces contraintes ? On a des modèles qui nous permettent de prévoir sur un petit territoire de notre zone, de la région ouest, de savoir le temps qu'il va y faire. Donc ça s'adresse par exemple à la DDE pour le verglas, par exemple, sur les routes, j'imagine ? On fait des prévisions, oui, pendant l'hiver, des phénomènes glissants, donc soit la neige, le verglas, comme l'hiver dernier, au mois de février. Donc on leur a fait des prévisions au centimètre près, quasiment. Et il y a qui d'autre comme client que vous pouvez avoir ? On a la SNCF également, on a des gros clients comme ceux-là, on a EDF, où on fait des prévisions de température parce qu'ils en ont besoin pour prévoir le nombre de centrales nucléaires qu'il faut faire fonctionner. On a beaucoup de clients, après des mairies, par exemple à Rennes, quand il pleut, il faut arroser les jardins. Il y a plein de petits clients également. Et en Bretagne, on est un petit peu les rois du microclimat. Alors est-ce que vos modèles ils prennent en compte ces spécificités territoriales qu'on peut avoir ? Oui, très bien. Quand on a une perturbation qui traverse la Bretagne, qu'elle vient du sud-ouest, on sait qu'il pleut beaucoup plus sur le côté sud de la Bretagne, donc de Quimper jusqu'à Vannes. Il pleut beaucoup plus que sur la partie nord, sur la baie de Saint-Brieuc par exemple, où il pleut beaucoup moins. Donc c'est quand même hyper précis. Voilà, et ça, les modèles arrivent très bien à le simuler. Bon, écoutez, c'est bientôt l'heure du prochain bulletin, donc je vous laisse vous concentrer. Merci beaucoup. Et on va parler maintenant avec Franck pour faire écho à ce que vous disiez en plateau, le réchauffement climatique. Est-ce qu'on le constate déjà en Bretagne ? Oui, tout à fait. Depuis quelques décennies, on voit que les températures augmentent. On a de plus en plus de jours de chaleur. On a de moins en moins de gel en hiver, en moyenne. Donc le réchauffement climatique est là. C'est indéniable, que ce soit en Bretagne ou ailleurs en France ou même dans le monde entier. Parce que vous le disiez tout à l'heure, le rôle de Météo France, un des rôles, c'est aussi de stocker toutes les données climatiques. Et donc, vous constatez plus de records de chaleur, par exemple ? Oui, on stocke des données depuis des décennies. On a même des données depuis 1870, donc sur 150 ans. Donc on arrive à voir cette évolution. Et oui, il y a de plus en plus de vagues de chaleur. Alors pas forcément en Bretagne, parce qu'on a une terre qui est entourée de mer. Donc on a des vagues de chaleur assez rares. Mais par contre, dans l'intérieur de la France, c'est clair que depuis 20 ans, on a de plus en plus de vagues de chaleur. Et est-ce que ça vous arrive aussi de faire des prévisions sur l'impact que pourrait avoir ce réchauffement ? Par exemple, sur la bande côtière, est-ce que le niveau de la mer va monter ? Ça, c'est aussi de votre ressort ? Oui, une des conséquences les plus importantes de cette hausse de température au niveau mondial, c'est la fonte des calottes polaires, c'est la fonte des glaciers de toutes les montagnes. Donc on a de plus en plus d'eau qui arrive à la mer. L'eau se dilate. Donc on a déjà constaté que l'océan s'est élevé de quelques centimètres depuis 10-20 ans. Et cette hausse va se poursuivre et on pourra atteindre 1 mètre de plus d'ici la fin du siècle, ce qui est considérable. Et en Bretagne, il y a des zones qui sont vulnérables, le sud Finistère, le golfe du Morbihan, la baie de Saint-Malo, du Mont-Saint-Michel. Donc ces zones seront vraiment impactées par ce climat futur à cause de cette hausse du niveau marin. En 5 secondes, est-ce que c'est vrai qu'en Bretagne, il pleut tout le temps ? Non, c'est une légende. La preuve, c'est que depuis quelques semaines, il fait beau. Donc non, c'est une légende. On n'est pas la région où il pleut le plus. Et l'eau, c'est la vie, donc il faut de la pluie pour que la vie se développe. Donc voilà, soyons positifs. C'est ça, ce sera le mot de la fin. Bon, en tout cas, j'avais très envie de présenter la météo, mais c'est quand même hyper intéressant de
d'être prévisionniste, donc je vais peut-être essayer de faire un stage chez vous. Je vais négocier ça après. Allez, à toi, Anne-Fanté. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Evan. À demain. Alors, on l'a vu tout au long de cette émission, le métier de prévisionniste. Alors, le métier de climatologue, est-ce que ça attire toujours ou voire même avec tout ce qui se passe, ça attire davantage, Jean-Joseph? Oui, dans nos laboratoires, il y a vraiment beaucoup de jeunes qui sont intéressés à venir travailler donc, sur le climat, y compris nous avons effectivement des personnes qui s'intéressent au modèle climatique, mais dans ma propre discipline, c'est aussi l'attractivité des régions polaires, puisque, disons, de mon domaine d'expertise ou de notre équipe actuellement, il y a disons maintenant 10 ans, je ne suis pas allé au Groenland, en 2010 la dernière fois. Oui. Et donc, mais c'est quand même, disons, essayer de reconstituer les climats passés à partir de forages réalisés au Groenland, en Antarctique, et cela, ça attire les jeunes aussi. Donc, mais oui, il y a de l'attractivité des jeunes. Enfin, et vraiment, ces jeunes, cette attractivité tient aussi au fait qu'ils souhaitent s'engager très souvent. Donc, voilà. D'accord. Maintenant que vous n'êtes plus au GIEC, plus chercheur à plein temps, est-ce que vous arrivez à décrocher aussi parfois du climat? Parce que c'est un combat d'une vie, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que Jean Jouzel, il fait autre chose que de parler climat, de travailler climat? Cet été, ça a été beaucoup. Il y a eu beaucoup d'actualités climatiques. Je suis toujours, disons, pas mal sollicité par les médias. Je m'intéresse à d'autres choses. Par exemple, actuellement, je m'intéresse à un groupe de travail, je préside un groupe de travail auprès de la ministre de la Recherche, Frédérique Vidal, sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur. Je suis commissaire scientifique d'une exposition sur le climat, sur la transition écologique qui se mettra en place à la Cité des Sciences en 2023. Donc, c'est toujours un lien avec le climat. Toujours lié quand même avec le climat. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y a des lieux autres que Janzé où vous aimez vous ressourcer ou partir en vacances pour vous éloigner un peu du climat? Oui, mais voilà, on est resté en France cet été, mais c'est vrai qu'on vit aussi à Paris, on aime beaucoup, moi j'aime beaucoup Paris également, donc disons, il y a une transition quand on est entre disons, Janzé et Paris, mais je crois qu'on aime bien les deux lieux avec mon épouse, avec notre famille, on a aussi de la famille à Paris, donc oui, moi j'ai un attachement pour la vie à Paris et c'est vraiment très riche également. Donc, alors, dans notre région, on a bien parlé de l'esprit breton, qu'est-ce que vous y mettez vous derrière personnellement, c'est quelque chose qui vous porte quand même un peu? Oui, enfin disons, je pense que l'idée que le travail a de l'importance, pour moi, ça a été... Enfin bon, voilà, disons, j'ai pas une jeunesse difficile, mais je vois bien que les jeunes ont envie de réussir, donc cette envie de réussir, de se dépasser, donc voilà, je crois que ça habite une certaine humilité quand même aussi, on sait aussi d'où on vient, on sait bien les difficultés, et puis c'est vrai qu'il y a eu... disons, y compris par rapport à la jeunesse, on ne parlait pas tellement il n'y avait pas de cet esprit breton, cette culture bretonne qui s'est remise en, disons, vraiment qui a repris un véritable développement plutôt depuis quelques décennies, donc ça évolue. Moi, je suis très breton, je vais avec plaisir à l'espace des sciences, je pense l'espace des sciences, mais aussi à Roison Park, on y va ensemble, Michel. Voilà, donc l'esprit breton, c'est aussi de soutenir le Stade Rennais. Bon, des fois on a du mal, mais ça va pas trop mal quand même. Voilà, j'ai l'esprit breton. Et je me souviens aussi que dans votre enfance, vous aimiez le théâtre. Est-ce que c'est quelque chose aussi Oui, ça m'a beaucoup apporté. Oui, bien sûr, j'aime toujours aller au théâtre, mais c'est vrai que, bien justement, qu'est-ce qu'on fait dans une ville comme Janzé? Il y avait 5000 habitants, il y en a presque 8 ou 9 000 maintenant. Les activités, c'est jouer au foot ou bien faire des activités comme ça dans des associations au théâtre. Moi, les vacances, c'était toutes mes vacances à Janzé. Je ne partais pas jusqu'à pratiquement 15-16 ans. On faisait les moissons, voilà, du théâtre et puis du foot, et voilà, mais ça allait très bien. Et je crois que vous connaissez bien aussi Janzé maintenant. Oui, grâce à Jean. La Janzé Connection. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Votre documentaire, Brigitte Chevet, il sort le 8 novembre, c'est ça, sur France 3? Sur France 3, vers 23h. Mais on aura des avant-premières à Rennes, à Janzé, à Paris avant. Ouais. Voilà, pour octobre. Évidemment, Michel Cabaret, vous allez inviter à nouveau Jean Jouzel. Avec vous, il ne risque pas de raccrocher aussi de sitôt. Non, je pense pas. Voilà. Alors, Jean Jouzel, on a une petite tradition dans notre émission. On aime bien immortaliser la venue de nos invités sur le plateau. Donc, c'est l'heure de la photo de classe. Oui. Vous allez intégrer la famille Vous êtes formidable. On ne vous avait pas prévu, mais c'est la petite surprise de fin. Ça va. Avec le sourire. Avec le sourire.
C'est parti, vous êtes prêts? Oui, oui. Super. Et merci à tous ceux qui nous regardent. À demain. J'ai enfin réussi. Vous êtes le premier avec qui je réussis à faire une photo. Parce que d'habitude, ça part jamais. Donc ça va arriver dans quelques minutes et vous pourrez la signer. Merci à vous en tout cas. Bon, Brigitte.